Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, on est arrivé à la dernière partie de notre chapitre de l'histoire de l'informatique. Donc, c'est la partie consacrée à la micro-informatique. Donc, les micro-ordinateurs, ils résultent de la rencontre entre une multitude de courants. On a dit que c'est un fruit de la dynamique et de l'intégration d'Intel et ses concurrents, de la commande d'un fabricant de calculettes et de l'anticipation par les ingénieurs d'Intel d'un marché plus large. Alors, de plus, les micro-ordinateurs, elles résultent d'un désir de réaliser de très petits ordinateurs peu coûteux. L'existence préalable d'objets de culture ou de pratique a familiarisé des centaines de milliers d'utilisateurs à un usage personnel de l'ordinateur. Donc, l'ordinateur maintenant n'est plus juste dans les laboratoires de recherche scientifique, mais les gens des gens ordinaires, des gens simples sont accoutumés à utiliser les ordinateurs. Et la valeur de l'ordinateur est devenue importante et avec le développement des composantes électroniques, donc on voit bien que il y a beaucoup des entreprises qui se sont encouragées pour produire des PC personnels. Alors en 1971, le Kinback One, il est réalisé par John Baker. Il est considéré comme le premier ordinateur personnel. Alors, cet ordinateur n'a pas de microprocesseur. Ils sont vendus juste 40 exemplaires à 4 000 euros, c'est-à-dire 4 000 euros de l'année de 2015. Donc, c'est un peu cher. Elle est principalement destinée aux établissements d'enseignement. Alors après, en 1975, elle est commercialisée en 1972, le Intel 8008, qui était le premier circuit intégrant sur une seule puce les éléments d'un processeur central d'ordinateur. Donc on a dit que ce processeur il est capable de traiter des mots ou bien des nombres à 8 bits. Et donc, d'autres concurrents apparaissent rapidement. Donc, il y a ici la concurrence entre plusieurs entreprises pour produire d'autres processeurs. On a le Motorola 6800, on a le Zilog Z80 et Intel réagit vite en lançant un successeur compatible, le 8080. Donc, qui a connu un grand succès. Cette diversité d'offres suscite en 1975 une série de réalisations de micro-ordinateurs à travers le monde. Alors, donc, les premiers microprocesseurs ont été utilisés aussi pour des contrôleurs de périphériques. Donc, ce n'est pas juste pour les ordinateurs, mais aussi pour des appareils de laboratoire ou pour de matériels médicaux et automatisme industriel. Alors, on voit ici le développement du côté matériel. Maintenant, on va voir le développement dans le côté logiciel. Vous connaissez tous Bill Gates. Donc, c'est le plus fameux de la société Microsoft. Donc en 1975, Paul Allen et Bill Gates, ils écrivent en 2 mois un interpréteur basique et on propose la distribution Amix. Alors donc c'est le début de Microsoft qui propose des logiciels les années suivantes, mais ça reste une petite entreprise jusqu'à ce que IBM la choisisse pour réaliser le système d'exploitation de l'IBM PC. Donc c'est là que la société ou bien l'entreprise Microsoft devient populaire ou bien devient il est connu sur le marché des logiciels ou bien des systèmes d'exploitation.
En 1976, on a Federico Fagin, donc on a vu que c'est un ingénieur, l'un des créateurs du microprocesseur 4004. Donc il quitte Intel pour vendre sa propre entreprise Zilog en 1974. Donc 2 ans plus tard, cette société lance l'arrivée du microprocesseur Z80. Alors ce microprocesseur, il reste compatible au microprocesseur 8080, mais il inclut plusieurs modifications, il a plusieurs améliorations et il est utilisé jusqu'à aujourd'hui dans certains systèmes embarqués. Alors quand on parle de systèmes embarqués, donc ce sont des petits systèmes installés à l'intérieur d'une machine pour faire un objectif précis. Par exemple, pour la machine à laver, il a son propre système qui va la faire marcher. C'est son système, en fait, un petit système d'exploitation pour la machine à laver. Donc, on dit que c'est un système embarqué. Après, en 1977, donc, on a Steve Jobs pour la partie commerciale et Steve Wozniak pour la partie technique qui fonde la compagnie d'Apple. Donc, vous connaissez bien l'histoire du fameux Steve Jobs qui a commencé l'invention de son Apple juste dans un petit garage à sa maison. Alors, juste ici, une remarque, pourquoi ils ont choisi le symbole d'une pomme, d'accord, une pomme qui n'est pas complète, donc Apple, pour désigner la société ou bien les produits de Apple. C'est pour dire tout simplement que rien n'est complet. Donc, cette pomme-là n'est pas complète pour dire que toujours il y a des améliorations à apporter pour leurs produits. Alors en 1977, ils sortent un micro-ordinateur entièrement intégré qui aura un succès mondial, c'est le Apple II qui se trouve sur cette figure. Donc on voit bien que c'est un bon ordinateur, c'est très pratique. Son volume ou bien concernant son volume, ses dimensions, son poids. Vu l'augmentation du nombre de transistors implantables sur une puce, on a donc les fabricants ont pu proposer de nouveaux microprocesseurs 16 bits. Alors les 3 grands noms de l'industrie proposent, il y a le 68000 Motorola, il y a le Z8000 le Zilog, il y a le 8086 de Intel. Donc ces microprocesseurs, ils tournent à environ 10 MHz. Donc ça c'est vers les environs des années 1978. Alors, si on compare ces ordinateurs à notre ordinateur d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque, bien sûr, c'est la partie graphique. C'est pour cela une première station de travail incluant une interface graphique commandée par la souris. Donc, l'Alto a été construite par Douglas Engelbart en 1973 dans des laboratoires de Xero. Alors, cette machine-là a servi d'outil de travail dans l'entreprise et dans quelques laboratoires universitaires. Alors, il était présenté à Steve Jobs et Steve Jobs a bien saisi l'occasion pour parce qu'il était émerveillé par cette interface graphique. Donc, il a décidé de l'intégrer aux futurs produits d'Apple et il a lancé en 1984 le Macintosh qui se trouve dans cette figure-là. Donc, on voit bien le progrès ou bien la différence entre le Apple II et le Macintosh qui est bien sûr l'intégration d'une interface graphique. Alors donc, on peut aussi voir, donc toujours dans le côté logiciel, qu'il y a le développement
d'un mini système d'exploitation dérivé d'Unix pour son PC. Ce système d'exploitation est développé par Linus Torvalds, donc c'est un étudiant norvégien en 1991. Alors juste ici, une petite remarque pour parler de Linux ou bien de ce qui est Unix, une petite différence, ou bien c'est une grande différence entre ce système d'exploitation et le système d'exploitation Windows. Alors Windows, il est donc propriétaire, donc on doit l'acheter, il est protégé par un copyright, d'accord? Et aussi sa façon de la manière de l'utiliser, elle est différente par rapport à celle de Linux. Alors, Linux est un open source. Il est développé par des ingénieurs. Dans le but de mettre le système d'exploitation à tout le monde. Il est gratuit. Alors, on va voir plus de détails concernant ce qui est open source, ce qui nécessite d'exploitation libre ou bien des logiciels libres. Donc, il y a derrière toute une doctrine, beaucoup de choses à voir. Et nous sommes arrivés à la fin de notre chapitre. Donc ici, vous voyez, il y a les références que j'ai utilisées pour préparer ce cours-là. La première, c'est l'histoire illustrée de l'informatique. C'est un très, très, très bon livre de Emmanuel Lazard et Pierre Mounier-Cohen, édition 2016. Il y a vraiment des informations qui sont précises. Je vous encourage pour le lire. Et voilà, c'est la fin de notre chapitre. Et donc, Inch'Allah, on va passer dans les autres vidéos au deuxième chapitre qui concerne le codage.